Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver à travers cette nouvelle présentation qui relève du cours Finances publiques adressé aux étudiants du quatrième semestre, filière sciences économiques et gestion. La présentation d'aujourd'hui a pour sujet les principes du droit budgétaire. Alors, quel est d'abord l'intérêt, l'utilité de l'étude de ces principes du droit budgétaire? C'est un chapitre fondamental des finances publiques et c'est un des chapitres les plus techniques des finances publiques. Les plus techniques parce que ça va nous permettre de nous arrêter sur pas mal de notions, pas mal de concepts et pas mal de techniques de la gestion budgétaire. C'est un chapitre qui est destiné à enrichir votre vocabulaire en matière budgétaire et à vous donner une information et une connaissance plus ou moins approfondie des techniques de la gestion budgétaire étatique. Ces principes sont essentiellement des règles de forme, c'est-à-dire des règles de présentation de la loi de finances et qui permettent une présentation plus ou moins simple, lisible, mais surtout une présentation structurée des recettes et des dépenses de l'État. Ces principes ont été imaginés, conçus au XIXe siècle, c'est-à-dire ils ont été conçus pendant la période des finances publiques classiques. Et pourtant, on les a maintenus, on les a retenus et on les a adaptés avec les circonstances, avec les particularités des finances publiques modernes. Leur objectif à l'époque, au XIXe siècle, était essentiellement un objectif de contrôle, permettre au Parlement de contrôler l'action budgétaire du gouvernement. Donc, les objectifs de ces principes étaient limités tout simplement à la question de contrôle. Mais on va voir que avec les finances publiques modernes, ils vont totalement dépasser ce cadre de contrôle et vont devenir des principes de gestion budgétaire de l'État. Quels sont ces principes budgétaires? Alors nous allons nous arrêter sur 4 grands principes et ce sont des principes fondamentaux, à savoir le principe de l'annualité, le principe de l'unité, le principe de l'universalité et enfin le principe de la spécialité. Donc l'annualité budgétaire, l'unité budgétaire, l'universalité budgétaire et la spécialité budgétaire. Commençons par le premier principe, le principe de l'annualité. Et avant de commencer l'explication, pour chaque principe, je vais vous demander de retenir deux choses, deux axes. Premièrement, on va présenter le principe tel qu'il a été imaginé, inventé, conçu au XIXe siècle. Et par la suite, nous allons voir les adaptations, les exceptions qui ont été introduites à ce même principe. Donc, pour chaque principe, il y aura un grand A et un grand B. Un grand A, le principe lui-même, explication du principe. Et un grand B, quelles sont les exceptions, quelles sont les adaptations qui ont été introduites à ce principe afin de l'adapter avec les circonstances et avec les particularités des finances publiques modernes. Alors faisons ça d'abord avec le principe de l'annualité. Qu'est-ce que d'abord le principe et comment il a été adapté par la suite avec les finances modernes? Alors le principe de l'annualité, comme vous pouvez le constater, renvoie à l'année. Et il y a le terme année. Alors ça veut dire que le budget est voté chaque année. Le budget est voté pour une année et le budget s'exécute en une année. Remarquez combien de fois on a répété le mot année. Donc, on peut récapituler tout ça en disant que le budget, c'est un document annuel. Le budget, c'est un document dont la durée de vie ne dépasse pas l'année, du 1er janvier au 31 décembre, l'année budgétaire. C'est un document qui devient, si vous acceptez le terme, périmé après le 31 décembre. Donc, sa durée de vie est limitée à une année. Donc, toutes les opérations budgétaires, recettes et dépenses s'effectuent en une année. L'année budgétaire, c'est le cadre de la gestion des recettes et des dépenses de l'État. Pourquoi on a adopté l'année? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas une semaine? Pourquoi une année budgétaire? Alors, il y a deux raisons fondamentales et on commence par la première raison, à savoir la raison politique. Alors, l'année budgétaire a été adoptée pour permettre un contrôle permanent, un contrôle régulier du Parlement sur le gouvernement. Rappelez-vous, on avait dit que l'objectif fondamental des principes budgétaires, c'est le contrôle. Et bien justement, ça se confirme. L'année budgétaire a été adoptée comme principe budgétaire. C'est comme étant une périodicité
permettant au Parlement un contrôle permanent, un contrôle régulier sur l'action du gouvernement. Rappelez-vous, une fois dans le cours, on avait dit que le Parlement est né de la matière financière. Le Parlement est fils de l'impôt. Et donc le Parlement s'est accroché à cette matière financière pour pouvoir exercer un contrôle permanent et régulier sur les recettes et les dépenses de l'État. Donc pour exercer ce contrôle, il fallait imaginer, trouver une périodicité raisonnable. On ne pouvait pas quand même faire un contrôle en une semaine ou bien en un mois. On ne peut pas faire un contrôle sur 10 ans, quand même ce n'est pas crédible. Alors on a imaginé une période raisonnable, c'est l'année budgétaire. Donc l'année, c'est pour permettre au Parlement de contrôler annuellement l'action budgétaire du gouvernement et lui donner annuellement l'autorisation de percevoir les recettes et d'engager les dépenses. La deuxième raison, c'est une raison technique. Là, rappelez-vous, la loi de finances est un document de prévision, de calcul. Donc on fait des prévisions, c'est-à-dire du calcul dans le futur. Et lorsqu'on dit prévision, automatiquement on dit marge d'erreur, il y a une marge d'erreur. Alors là, lorsque la période de prévision est plus ou moins longue, la marge d'erreur est plus grande. Par contre, lorsque la période de prévision est plus ou moins maîtrisée, la marge d'erreur est aussi plus ou moins maîtrisée. Donc, je peux faire une prévision sur 10 ans, les recettes et dépenses de 10 ans, mais là, il y aurait le risque de faire beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Mais par contre, lorsque je fais une prévision sur une période quand même limitée, l'année, la marge d'erreur est largement limitée. Donc l'année est considérée comme une période raisonnable sur laquelle on peut faire des prévisions raisonnables, des prévisions crédibles et qui nous permettraient de limiter la marge d'erreur. Donc deux raisons pour l'année budgétaire. Une raison politique, c'est pour assurer un contrôle permanent du Parlement sur l'action du gouvernement. Et une raison technique, c'est pour assurer la crédibilité, la précision des prévisions budgétaires. Toutefois, et là, bien évidemment, on va toucher les exceptions, l'année budgétaire n'est plus adaptée à la gestion budgétaire moderne. L'année budgétaire est considérée comme un cadre étroit, limité, par rapport aux stratégies d'action et aux programmes d'action de la gestion budgétaire moderne et des finances publiques modernes. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que la plupart des investissements de l'État sont des investissements qui s'échelonnent sur plusieurs années. Ce sont des investissements pluriannuels. Ce sont des investissements qui se réalisent sur plusieurs années, sur 2 ans, sur 3, sur 4 et même plus. Le problème est le suivant. Comment pourrait-on assurer le financement de pas mal d'investissements pluriannuels, mais par un budget annuel? Remarquez, il y a une petite contradiction. Il y a l'annualité du budget et la pluriannualité des investissements. Alors, comment on peut adapter l'année budgétaire avec des programmes qui dépassent l'année budgétaire? Ce sont des programmes pluriannuels. Alors, pour faire une telle opération, une telle adaptation, on a adopté une technique budgétaire qui s'appelle l'autorisation de programme. Alors, c'est quoi l'autorisation de programme? C'est un investissement qui s'échelonne sur plusieurs années. Donc, sa réalisation nécessite plusieurs années. Je vais donner un exemple. Nous voulons construire un aéroport qui coûte 50 milliards de dirhams sur une période de 5 ans. Un aéroport de 50 milliards de dirhams sur une période de 5 ans. Comment on va faire? Est-ce qu'on va inscrire les 50 milliards de dirhams dans le budget d'une année? Ce n'est pas possible. On ne peut pas donner 50 milliards de dirhams à un seul investissement, à savoir l'aéroport. L'État a d'autres préoccupations, des préoccupations sociales, économiques, etc. etc. On ne peut pas. D'autant plus qu'on n'aura pas besoin de ces 50 milliards pour cette année. Non, on aura besoin de 50 milliards sur 5 ans. D'accord. Alors, la réponse est simple. On va diviser les 50 milliards sur les 5 ans. Alors, pour simplifier, on va dire 10 milliards chaque année. Ce n'est pas forcément 10 milliards, mais pour simplifier l'exemple, on va dire 10 milliards pour chaque année. Alors, pour la première année, il y aura 10 milliards. Pour la deuxième année, 10 milliards, donc ça fait 20. La troisième année, 10 milliards.
La quatrième année, le Parlement a refusé de continuer. Rappelez-vous, chaque année, c'est le Parlement qui autorise les recettes et les dépenses. Et bien, la quatrième année, le Parlement a refusé de continuer le financement de cet aéroport. Il dit non, je ne veux pas d'aéroport, je veux faire autre chose. Alors, dans ce cas, on aurait tout simplement gaspillé les 30 milliards déjà investis dans l'aéroport. Comment faire pour empêcher le Parlement de faire marche arrière? Et comment assurer la pérennité du financement et la continuité du financement de l'investissement? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On programme l'aéroport et on programme la totalité du montant, les 50 milliards de dirhams. Et on demande au Parlement de voter les 50 milliards. C'est-à-dire qu'il va voter le montant global. Et dans ce cas, il n'aura pas droit de faire marche arrière. Il n'aura pas droit d'arrêter par la suite le financement de l'opération. Ce financement du montant global s'appelle autorisation de programme. C'est-à-dire c'est le Parlement qui autorise le financement d'un programme pluriannuel. Ensuite, le montant global des 50 milliards sera divisé sur 5 ans. 10 milliards chaque année. Alors, ces 10 milliards, on les appelle des crédits de paiement. Ou bien, on les appelle des crédits automatiques. Automatiques parce qu'ils n'auront pas besoin chaque année de renouveler leur autorisation. Ils étaient déjà autorisés dans le cadre de l'autorisation initiale qu'on a appelée autorisation de programme. Donc, je récapitule. Pour un programme pluriannuel, on dépose devant le Parlement le programme en entier qui sera voté en entier, donc c'est-à-dire dans sa totalité. C'est le montant global. Ce vote s'appelle autorisation de programme. Autorisation de programme. Ensuite, on va diviser le montant global de l'investissement sur plusieurs années. Les crédits qui sont prévus pour chaque année s'appellent crédits de paiement ou bien crédits automatiques. Et je reprends automatique parce qu'ils n'ont pas besoin et n'auront pas besoin chaque année d'une autorisation. Donc, l'autorisation de programme, c'est la technique par laquelle on permet de financer annuellement des investissements pluriannuels. Financer annuellement, mais des investissements pluriannuels. Le deuxième principe, c'est le principe de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire le principe de l'unité? Alors, remarquez la définition, un seul, on souligne seul, un seul budget retrace toutes les opérations, tant en recettes qu'en dépenses. C'est-à-dire qu'il y a un seul budget, l'État n'a qu'une seule caisse, l'État a un seul compte, l'État a un seul budget, une seule poche, dans laquelle il y a toutes les opérations de recettes et de dépenses. Rien n'existe en dehors du budget. Pourquoi l'État doit avoir un seul budget? On va voir que ce principe maintenant est dépassé. Mais lorsque le principe a été imaginé, a été conçu, l'État devait avoir un seul compte, un seul budget. Pourquoi? Eh bien, justement pour une raison de contrôle. Pour une raison de contrôle. C'est de permettre de voir est-ce que le budget est réellement en équilibre. Rappelez-vous, la règle d'or, la règle sacrée, la règle fondamentale des finances classiques, c'était l'équilibre. Les recettes moins dépenses égale 0. Donc, pour le Parlement dans les finances classiques, le critère fondamental d'acceptation ou de refus d'un budget, c'est son équilibre. Si le budget est équilibré, le budget est accepté. Si le budget n'est pas équilibré, il n'est pas accepté. Donc, comment le Parlement pouvait faire pour vérifier, et d'une manière facile et simple, est-ce que le budget est équilibré? Eh bien, il fallait lui donner dans un seul budget, dans un seul document, toutes les recettes et toutes les dépenses. Et moi, en tant que parlementaire, moi, en tant que député, il me serait facile de faire une petite comparaison entre le total recette et le total dépenses pour voir est-ce que le budget est équilibré, et dans ce cas, j'accepte le budget, ou bien est-ce que le budget n'est pas équilibré, et dans ce cas, je refuse le budget. Donc, un seul document qui présente le total recette, le total dépenses. Et moi, je fais une opération de soustraction entre les recettes et les dépenses, et je me prononce sur le budget. Est-ce qu'il est acceptable s'il est équilibré? S'il n'est pas acceptable, s'il n'est pas équilibré. Toutefois, le principe de l'unité maintenant est dépassé. On peut dire que nous assistons
à une explosion du principe de l'unité budgétaire. L'État n'a plus une seule caisse, l'État n'a plus un seul compte, l'État n'a plus un seul budget. L'État moderne, c'est un État qui a plusieurs budgets. C'est un État qui a plusieurs, donc dans le même budget, et il y a plusieurs tranches, il y a plusieurs chapitres, et il y a plusieurs poches si vous voulez. Alors, dans les finances modernes, l'État s'est doté de nouveaux types de budgets, à savoir les services de l'État gérés de manière autonome, les segments, les comptes spéciaux du Trésor et les budgets autonomes. Donc je vous demande d'imaginer le budget de l'État, ce qu'on appelle maintenant le budget, comme étant un budget composé des éléments suivants, des rubriques suivantes. Composé du budget, ce qu'on appelle le budget général de l'État, le BGE. Deuxièmement, les segments. Troisièmement, les comptes spéciaux. Les budgets autonomes sont totalement autonomes et placés en dehors du budget de l'État, donc ils n'ont rien à voir avec la loi de finances, mais on va quand même en parler parce que ce sont des opérations en dehors du budget et des services en dehors du budget. Donc, s'il vous plaît, essayez d'imaginer la loi de finances, c'est comme si vous êtes en train de poser devant vous des boîtes. La première boîte s'appelle le budget général de l'État, c'est le budget principal. La deuxième boîte s'appelle les segments. La troisième, ce sont les comptes spéciaux du Trésor. Et il y a des budgets autonomes qui n'ont rien à voir avec la loi de finances et ce sont essentiellement les établissements publics et les entreprises publiques. On va les voir par la suite. Donc la première boîte, c'est le budget général de l'État, le BGE, c'est-à-dire le budget le plus important, le plus connu. Alors le BGE, le budget général de l'État, il comporte essentiellement le budget royal, le budget du Parlement et le budget des différents départements ministériels. Le budget du roi, budget royal, le budget du Parlement, première chambre, deuxième chambre, et le budget des différents départements ministériels, c'est-à-dire le Premier ministre, chef du gouvernement, les ministres de l'Intérieur, l'enseignement, etc., etc., etc. Donc, toutes ces opérations, toutes les opérations de recettes et de dépenses de ces départements, on va les trouver dans le budget général de l'État. Et généralement, le BGE est réservé, donc je dis bien généralement, est réservé aux services qui n'ont aucune autonomie. Donc les ministères par exemple, l'armée, etc. Donc ce sont des services qui n'ont aucune autonomie, mais c'est en général. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les segments. Les segments, ce sont des services qui appartiennent à l'État, mais qui ont l'autonomie. Mais ce n'est pas une autonomie totale. Ils ont juste l'autonomie financière. Lorsqu'on dit l'autonomie en droit, c'est une autonomie administrative de gestion, de décision, mais aussi une autonomie financière. Je dispose de mon propre budget. Ces services disposent uniquement de l'autonomie financière. Ils n'ont pas l'autonomie administrative. Qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie administrative? C'est-à-dire qu'ils sont gérés par leurs propres organes, par leurs propres conseils. Or, les segments n'ont pas de conseil. Les segments sont gérés par un directeur qui est un fonctionnaire, un responsable de l'État. Mais ils ont une autonomie financière. Je vous donne un exemple. L'hôpital militaire Moulay Ismail Mknes, c'est un segment. Donc, il est géré par un directeur nommé par l'État, c'est un responsable de l'État, donc il n'y a pas d'autonomie de gestion, mais il dispose de l'autonomie financière, étant donné que l'utilisation de l'hôpital militaire Moulay Ismail doit donner lieu à un paiement. Donc, les segments sont des services rentables, ce sont des services payants. Et pour pouvoir évaluer leur gestion, pour pouvoir évaluer leur rentabilité, qu'est-ce qu'on fait? On leur reconnaît l'autonomie. C'est le cas des complexes sportifs. Le complexe sportif Moulay Abdullah, par exemple, Hassan II, etc. Ce sont des complexes qui sont autonomes. L'ISTEA, c'est un segment. Donc ce sont des services payants qui disposent de l'autonomie financière, mais qui ne disposent pas de l'autonomie administrative. La troisième catégorie, ce sont les comptes spéciaux du Trésor. Alors, contrairement d'abord aux segments, les comptes spéciaux du Trésor ne sont pas des services. Ce sont juste des opérations de recettes et de dépenses. Les segments sont des services. L'hôpital militaire, c'est un service que je peux voir, que je peux prendre en photo, que je peux utiliser. Mais les comptes spéciaux du Trésor sont juste des opérations de recettes et de dépenses. Donc c'est un peu virtuel. Et ce sont des comptes qui permettent d'intégrer des recettes
et des dépenses qui sont effectuées en dehors du budget général de l'État. Ce sont des comptes qui sont créés pour retracer des mouvements de fonds, d'argent, mais qui sont des mouvements provisoires, qui ne durent pas dans le temps, ou bien des mouvements qui ont un aspect spécial. Spécial. Alors pour ce type d'opération, on crée un compte spécial de trésor. Je donne un exemple. Dernièrement, on est en train de vivre d'ailleurs l'actualité, le Maroc a décidé de faire face à la pandémie de Corona en créant un fonds spécial, une caisse spéciale dans laquelle le roi, les responsables, les citoyens et citoyennes, etc., ils ont contribué avec pas mal d'argent. Donc, c'est un compte, bien un fonds spécial qui a été créé et qui est destiné à faire face à une opération provisoire, limitée dans le temps, et qui est fixée et ciblée, lutter contre la pandémie de Corona. Donc c'est un objectif bien ciblé dans le temps, bien ciblé dans l'espace, et avec un objectif bien déterminé. Alors pour cela, je crée un compte spécial du Trésor, et ce compte sera destiné à réaliser telle ou telle opération provisoire, bien ciblée, ou destiné à une opération bien précise. Alors, avant de voir le budget autonome, on va voir les types de comptes spéciaux. Alors, au Maroc, nous avons 6 comptes, ou bien 6 types de comptes spéciaux. Nous avons 6 types de comptes spéciaux. Les comptes d'affectation spéciale, les comptes de prêt, les comptes d'avance. Même si on dit compte de prêt ou d'avance, ce sont deux comptes différents. Donc le premier, c'est le compte d'affectation spéciale. Le deuxième, c'est le compte de prêt. Le troisième, c'est le compte d'avance. Le quatrième, c'est le compte d'adhésion aux organismes internationaux. Le cinquième, c'est le compte, ou bien les comptes d'opération monétaire. Et le sixième type, ce sont les comptes de dépenses sur dotation. Donc nous avons six types de comptes spéciaux de trésor. Alors, nous avons les comptes d'affectation spéciale, ce qu'on appelle les CAS, les CAS, les CAS. Ce sont des comptes qui retracent des opérations de recettes qui sont, dès leur perception, dès leur recouvrement, affectées à une dépense bien déterminée. Si je prends le cas de fonds spécial Corona, bien, les citoyens, les responsables, ils ont contribué pour une raison spéciale. Donc, au moment où vous avez contribué, votre argent a été affecté à une opération spéciale, la lutte contre la pandémie de Corona au Maroc. Donc, on crée un compte d'affectation. C'est-à-dire, dès la création de l'argent, dès la perception, dès le recouvrement, l'argent est destiné à une opération bien spéciale. Les comptes de prêt, par la suite, ce sont des comptes de prêt qui permettent d'assurer des prêts à des organismes qui relèvent de l'État, par exemple des prêts à l'ONCF, des prêts aux organismes bancaires et qui dépassent généralement 2 ans. Les comptes d'avance, ce sont des comptes qui permettent des avances à des organismes, bien à des collectivités territoriales pour une période de moins de 2 ans. Nous avons les comptes d'adhésion aux organismes internationaux. Vous savez que l'adhésion à des organisations internationales comme par exemple la Banque mondiale, l'ONU, le Fonds monétaire international, ce n'est pas gratuit, il faut cotiser. Donc nous avons un compte qui paye ses cotisations et qui gère les cotisations du Maroc dans ces différentes organisations internationales. Les comptes d'opération monétaire, et qui est une catégorie qui décrit les mouvements de fonds d'origine monétaire. Et enfin, les comptes de dépenses sur dotation, et qui retracent des opérations relatives à une catégorie spéciale de dépenses dont le financement est assuré uniquement par des dotations budgétaires. Donc on crée un compte et l'État verse un peu d'argent dans ce compte pour faire face à telle ou telle opération, par exemple paiement des factures eau, électricité, etc., etc. Il y a pas mal d'exemples. Donc ça c'est pour les comptes spéciaux du Trésor. Je reviens sur la dernière exception, à savoir les budgets autonomes. Les budgets autonomes, ce sont les établissements publics et les entreprises publiques
Les établissements publics comme l'ONCF, comme les universités, comme Banque el Maghrib, comme l'OCP, comme la CDG, etc. Les établissements publics et les entreprises publiques, comme par exemple comment s'appelle la Marocaine des Jeux et de Sport, la Marocaine des Jeux et de Sport qui vient d'être créée, etc. Donc ce sont des entreprises publiques et des établissements publics autonomes. Autonomes aussi bien sur le plan administratif que sur le plan financier, contrairement aux segments qui ne sont autonomes que sur le plan financier. Les budgets autonomes sont autonomes aussi bien sur le plan administratif que sur le plan financier. Je prends un exemple. L'ONCF, l'Office national des chemins de fer, c'est un établissement public qui relève de l'État, qui est autonome sur le plan administratif. Il n'est pas géré par l'État. Il est géré par un conseil d'administration qui s'appelle le conseil d'administration de l'ONCF. Et c'est un établissement qui dispose d'un budget propre, qui n'est pas le budget de l'État, c'est le budget de l'ONCF. Donc lorsque moi, par exemple, citoyen, j'achète un ticket du train, je ne paye pas l'argent à l'État, je paye l'argent à l'ONCF. Je prends l'université. L'université, c'est un budget autonome, parce qu'il dispose de l'autonomie administrative, elle n'est pas gérée par l'État, elle est gérée par un conseil d'université. Et sur le plan financier, il dispose d'un budget propre, qui est le budget de l'université. Les budgets autonomes se trouvent totalement en dehors des finances, du budget de l'État et de la loi de finances de l'État. Ils ne sont même pas votés par le Parlement. Donc, on va s'arrêter sur ce point et on aura l'occasion dans une autre présentation de voir les deux autres principes. Je vous remercie de votre attention et à plus tard.